Bonjour à tous, il est 10h30 exactement et nous allons commencer ce webinaire partenariat. Bonjour à tous, je me présente brièvement, je suis Julien Codroy, je suis le vice-président communication d'Innovitech. J'ai la chance d'accompagner de nombreux RSRI dans leur communication à tous les jours et aujourd'hui je vais les accompagner dans leur ensemble tout au long de ce webinaire pour vous présenter tout simplement le programme partenariat. Alors déjà, je tiens à vous remercier tous d'être parmi nous aujourd'hui. C'est un webinaire assez exceptionnel avec 500 participants environ, un tout petit peu plus, un tout petit peu moins, mais autour de 500 participants. C'est donc un grand succès ce webinaire. Un webinaire qui va porter sur un programme qui est vital pour les industries clés du Québec puisqu'il va parler de l'intégration, puisque c'est un programme qui parle de l'intégration de l'intelligence artificielle dans ces secteurs. Avant de commencer, donner la parole à notre premier intervenant, je vais juste vous ajouter quelques petites informations. On va voir l'agenda dans quelques secondes. Il y a un Q&A, vous pouvez poser des questions tout au long de ce webinaire. Donc, on va essayer de vous répondre au mieux tout au long de ce webinaire. Et vous allez également avoir dans le chat la possibilité de cliquer sur un lien qui vous permettra d'aller ensuite, à la fin de ce webinaire, dans les salles de réseautage. Justement, l'agenda d'aujourd'hui, je vais vous le présenter. Nous allons commencer, bien sûr, par une allocution du sous-ministre adjoint à la science, à l'innovation du ministère de l'économie et de l'innovation, monsieur Mathieu Gervais. Nous allons ensuite parler un tout petit peu avec Martin Doyon et Philippe Duguay, justement du programme en tant que tel. Et nous allons ensuite partager la parole avec les 9 RSRI, les fameux regroupements sectoriels de recherche industrielle. On clôturera dessus, mais on clôturera juste la partie en ligne. Comme je vous ai dit, il y aura des salles de réseautage qui seront animées par chacun des RSRI et dans lesquelles vous allez pouvoir joindre et poser toutes vos questions. Sans plus attendre, je vais laisser la parole à Mathieu. Mathieu, je t'invite à ajouter ta caméra et ton son et je te laisse le stage. Donc, bonjour tout le monde. Merci beaucoup, Julien, pour l'introduction. Wow! Je suis très content d'être ici avec vous. J'ai vraiment apprécié le vidéo d'ouverture, très, très bien fait. Euh, et puis, 500 participants quand même. Très, très heureux d'avoir la participation d'aujourd'hui. Évidemment, ben, une salutation à tous les participants, en particulier aux entrepreneurs, aux chercheurs, aux innovateurs qui sont avec nous aujourd'hui. Salutation particulière au RSRI, à leur PDG. Félicitations pour l'organisation. Et bien entendu, à tous les participants aujourd'hui qui ont un intérêt pour l'écosystème de recherche et d'innovation. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous. C'est un honneur de faire l'allocution d'ouverture devant un auditoire aussi riche en expertise, riche en savoir. Donc, je suis très content de pouvoir y participer. On le sait, se rassembler, s'unir, c'est toujours important pour développer des collaborations, des synergies, des maillages. Ça l'est d'autant plus dans le contexte actuel, le contexte particulier que l'on vit. Je suis très content que l'on puisse le faire, même si on ne peut pas le faire en personne, qu'on puisse le faire avec les moyens technologiques que l'on a, rassembler un aussi grand nombre de personnes pour un événement comme celui-là. Ça relève de l'exploit. Donc, je suis très content qu'on puisse le faire malgré tout. Évidemment, l'événement d'aujourd'hui, ben, ça témoigne encore une fois d'une grande synergie entre les différents regroupements sectoriels de recherche industrielle, les 9 RSRI qui s'unissent pour l'événement d'aujourd'hui, mais aussi la synergie avec tout le reste de l'écosystème d'innovation qui est aussi présent aujourd'hui. Cet écosystème-là, je l'ai toujours su fort au Québec, complet, bien solide, bien maillé entre les différents maillons justement de la chaîne. Mais j'ai été vraiment impressionné. Des fois, ça prend un événement là, comme une crise là, pour constater là, la force de quelque chose. Là, j'ai constaté la force de l'écosystème de recherche d'innovation au Québec. Rapidement, là, dès le mois de mars, il
y a eu une réponse extraordinaire à la crise. Rapidement, sans même que l'on sollicite les gens, les projets d'appui, de réponse à cette crise-là sont venus de partout. Sont, oui, chez nous, aussi chez les différents partenaires qui sont ici aujourd'hui. Et puis, un petit mot sur ce qu'on a fait là, pour regrouper, en fait, là, toutes ces initiatives-là à la lumière des nombreux projets qui nous ont été présentés. On a formé un groupe, là, un comité là, qui regroupait nos partenaires, le ministère de la Santé et Services sociaux, évidemment, qui sont au cœur de cette crise-là, les fonds de recherche du Québec, nous, au ministère, avec nos différents partenaires, dont les RSRI, pour justement canaliser les meilleurs projets. Et puis, on a reçu des centaines de projets que l'on a évalués, regardés, analysés très rapidement pour sélectionner les plus prometteurs pour une réaction rapide à la crise. Au début, des projets très, très santé, vaccins, traitements potentiels, tests de dépistage. Rapidement, dans toute la logistique de cette crise-là, tous les appuis technologiques que l'on peut avoir pour une meilleure gestion de la crise, puis finalement aussi beaucoup de solutions technologiques pour adresser la question du social qui entoure cette crise-là. Donc, tout le bien-être des gens, la santé mentale des gens, on a eu plusieurs solutions dans ce sens-là. Donc, ça a été vraiment impressionnant. Je savais l'écosystème fort, mais en mesure de s'adapter, de réagir rapidement, une résilience incroyable. Donc, j'ai été impressionné de ça. Maintenant, plus spécifiquement sur l'intelligence artificielle. Bien, évidemment, le potentiel de l'IA n'est plus à questionner. On sait très bien que l'intelligence artificielle a tout le potentiel pour rendre nos secteurs d'activité plus productifs. L'intelligence artificielle, évidemment, peut être à l'origine de beaucoup de création de richesses. Ça peut même révolutionner nos modes de vie et puis changer notre futur. Ça, c'est clair. Et puis, les gouvernements, le gouvernement du Québec, aussi le gouvernement fédéral, dans les dernières années, bien, vous l'avez constaté, des investissements massifs en intelligence artificielle. Puis ça a permis de développer un écosystème très fort au Québec. On a nos grands piliers, notamment Ibado, le MILA, mais aussi tout un réseau d'entreprises, plusieurs multinationales sont venues implanter des centres de recherche au Québec, et puis beaucoup d'entreprises en émergence, nos startups qui participent à cet écosystème-là. Donc aujourd'hui, le lancement du programme de l'appel à projet partenariat, c'est justement une de nos forces sur laquelle on veut continuer de bâtir. C'est pas la première édition. On a déjà eu un programme comme ça l'an passé, un vif succès, clairement. Il faut continuer dans ce sens. Favoriser les initiatives porteuses, celles qui ont le plus grand potentiel. Ce que je vous dirais là-dessus, c'est oser développer des projets ambitieux. Les RSRI ont toute l'expertise, sont là pour vous aider, vous accompagner. Les RSRI, évidemment, ont fait leur preuve. C'est un modèle éprouvé, ils ont une expertise indéniable. C'est un catalyseur d'innovation. À l'origine de nombreux transferts, d'adoption de ces technologies-là dans nos différentes entreprises, de tous les secteurs d'activité pratiquement. Les RSRI sont neufs, c'est plus de 1000 membres industriels et dans les milieux de la recherche. Donc, c'est une force de frappe incroyable. Profitez-en, utilisez les RSRI qui sont là pour vous. C'est aussi à l'origine de la relève, d'une grande relève pour justement avec l'implication de plusieurs étudiants dans les projets. Ces étudiants-là, demain, bien, ils seront dans nos entreprises, dans nos centres de recherche et les besoins de main-d'œuvre à haute valeur ajoutée que l'on a tant besoin. Donc, encore une fois, les RSRI sont à l'origine en partie de combler nos besoins de main-d'œuvre. Donc, globalement, les RSRI, c'est des collaborations, des mariages, des synergies entre les milieux de la recherche avec nos entreprises. C'est exactement ce qu'on a besoin pour avoir des gains tangibles de productivité et améliorer de la compétitivité de nos entreprises. Dans quelques minutes,
mes collègues, Martin, Philippe, vont vous présenter un peu plus en détail les modalités de l'appel à projet. Je vais être là. Je vais être là pour bien écouter moi aussi. Ensuite, chacun des RSRI vont vous faire une présentation d'opportunités particulières. Je vous invite à être attentifs. C'est vraiment intéressant. On l'a vu dans la vidéo tout à l'heure. Donc, ce qui s'en vient va l'être tout autant. J'ai parlé de nos forces. Il faut évidemment continuer à bâtir sur nos forces, nos acquis, notamment en intelligence artificielle. Il faut continuer d'appuyer nos initiatives porteuses. Il faut continuer à appuyer notre écosystème. Mais il faut aussi penser aux prochaines étapes. Dans les prochaines étapes, je crois qu'on est en mesure de favoriser une plus grande adoption de l'intelligence artificielle, des technologies qui sont déjà éprouvées, celles en devenir dans nos entreprises. Clairement, les entreprises qui peut-être sont moins connaissantes des technologies comme l'intelligence artificielle, qui connaissent moins bien le potentiel de retombées, ont tout avantage à être sensibilisées et puis à investir pour mieux intégrer ces technologies-là dans leur processus d'affaires. Donc, dans les prochaines étapes, je crois que l'on doit favoriser, on le fait déjà, mais je crois qu'il faut le faire encore plus. Et puis, le gouvernement va être là pour favoriser ces prochaines étapes-là. Donc, je vous invite à être attentifs. On regarde ça, on va être là. Il va y avoir d'autres initiatives à venir dans ce sens-là. Donc, merci. Je vous laisse là-dessus. Je vous laisse avec mes collègues, les collaborateurs. Merci pour l'organisation et puis un bon événement. Merci à toi, Mathieu. Moi, je retiens j'ai noté plein de choses tout le long. Je retiens plusieurs points. C'est vrai que c'est un modèle éprouvé depuis presque 20 ans, la RS-Série. C'est un outil agile pour l'industrie en général et pour le gouvernement. Puis c'est un moteur économique, tu en as parlé avec la nouvelle génération, avec les impacts industriels, et ça va avoir un impact économique encore plus important avec justement cette adoption, cette intégration de l'intelligence artificielle dans les secteurs forts. Justement, pour aider cette adoption de l'intelligence artificielle, ce programme partenariat a été mis en place. On va rentrer un tout petit peu plus dans le contenu de ce programme-là. On va passer à la slide suivante et ça va me donner l'occasion de présenter les deux personnes qui vont prendre la parole désormais. Il s'agit de Martin Doyon, directeur de la recherche collaborative, et de Philippe Duguet, conseiller en innovation à la direction de la recherche collaborative. Je vous laisse la parole, messieurs. Alors, bonjour tout le monde, ça me fait plaisir d'être ici. Philippe va vous présenter les principaux paramètres de l'appel à projet, des deux appels à projet en cours. Alors, vas-y Philippe. Bonjour à tous. Donc, j'ai le plaisir justement de présenter les paramètres de ces deux appels de projet. Donc, comme Mathieu l'a annoncé ou évoqué tantôt, on prépare d'autres appels aussi, donc d'autres volets qui visent là, un peu à assurer que tous les projets que vous pourriez avoir en tête là, vont trouver là, chaussures à leurs pieds. Ici, on vise spécifiquement les projets de type collaboratif, donc les projets en collaboration, académique, entreprise. Donc, il est bien important de noter, là, donc, vu l'avenue imminente de ces autres volets-là, et puis le fait qu'on a deux programmes ici que vous pouvez appliquer là, dans le cadre de plusieurs programmes, plusieurs volets du ministère. Seulement, il faut s'assurer là, que les différents projets que vous soumettrez là, sont évidemment différents d'une part, et puis qu'il n'y a aucun recoupement au niveau des dépenses, des paramètres financiers de vos projets. Parce qu'ici, on va parler donc un appel de projet, on va parler des paramètres financiers de vos projets. Donc, qu'est-ce que ça implique? Quels sont les paramètres nécessaires à respecter pour que ces projets soient admissibles? Donc, on parle de deux appels qui viennent appuyer des projets à coût partagé entre le ministère et les entreprises, qui impliquent donc la contribution des centres de recherche publics. La différence entre les deux appels, on va les voir plus tard, donc plus en détail, là, mais ça se situe au niveau des paramètres financiers. Les deux volets de partenariat académique d'une part et partenariat entreprise d'autre part. Les dépenses admissibles sont essentiellement les mêmes. On vise dans les deux cas là, le développement de produits, de services ou de procédés en intelligence artificielle ou augmentés par l'intelligence artificielle selon le secteur d'application. Donc, à l'écran, vous voyez les principales dépenses admissibles dans les deux cas. On parle donc des dépenses dans le cadre de ces projets-là d'innovation, des salaires, traitements et avantages sociaux. On exclut évidemment la libération d'enseignement. On parle de frais de déplacement, de matériel, des consommables, de l'équipement jusqu'à 25 du coût total du projet, les frais d'exploitation de propriété intellectuelle, les honoraires, les frais liés à des contrats de sous-traitance et évidemment les frais de gestion des RSRI.
Donc, dans tous les cas, il est peut-être utile de préciser, là, ça reste de revenir dans les questions, là, donc des dépenses inadmissibles, là, donc évidemment les dépenses courantes là, des entreprises, des frais liés à la location de bureaux ou de laboratoire, services de dette, des dépenses qui ont été engendrées en amont, donc avant le début du projet, le dépôt du projet pour être plus précis, des dépenses qui ont déjà fait l'objet d'une aide du gouvernement. Donc, tout ça, ce ne sont pas des dépenses inadmissibles. J'imagine que les détails sont dans le guide également. Donc, on va aller à la slide suivante. On va commencer par partenariat académique. Donc, ici, on parle principalement là, des dépenses qui vont être réalisées dans des centres de recherche publique en partenariat avec des entreprises. Donc, le demandeur principal pour ce volet, ce sont les centres de recherche publique qui doivent, dans le cadre de du montage de leur projet, comprendre 2 entreprises, donc ayant des activités de recherche ou de développement interne ou de production au Québec. Parmi ces 2 entreprises, une doit être une PME québécoise. Donc, ça, c'est le montage typique qu'on va avoir. Donc, un centre de recherche publique, 2 entreprises, dont une PME québécoise. Ici, on est dans un volet plus académique. Donc, on va parler généralement là, de recherche et de développement avec un niveau de maturité technologique plus bas, plus en amont de la chaîne d'innovation. Et puis, donc, pour le développement d'un service ou produit en IA ici aussi. Donc, pour être très tac au tac là, en termes de points, là, on parle de projets d'une durée maximum de 3 ans, une subvention maximum de 350 000 par projet, avec un taux d'aide. Donc, dans le montage financier, la subvention du gouvernement va couvrir 40 des dépenses admissibles. Il y a un cumul des aides publiques de 60 des dépenses. Donc, c'est-à-dire que vous pouvez aller chercher un 20 supplémentaire d'aide à l'extérieur du MEI. Souvent, c'est le fédéral, par exemple. Et puis, il y a une contribution privée minimale de 40 des dépenses, dont la moitié, 20 peut être en nature. Donc, un cas de figure clair, là, je vous garoche un peu là, des pourcentages et des chiffres, là, donc on va l'illustrer avec des beaux tableaux. Donc, un projet type là, qui va aller chercher le maximum de financement. Ça va être un projet qui a un minimum là, de 875 000 hein, donc, la subvention du ministère, donc du MEI, va couvrir 40 des dépenses, donc 350 000 Il est possible d'aller chercher un 20 un 175 000 auprès du fédéral ou d'autres organismes gouvernementaux extérieurs du MEI. Et puis, il y a une contribution privée de 350 000 provenant des 2 entreprises qu'on a évoquées tantôt. Donc, j'illustre aussi dans le tableau en dessous, donc le fait que, bon, ça c'est le financement en haut, en dessous c'est les dépenses, où ce qu'elles s'exécutent. Considérant qu'on a de la contribution privée du 40 à 20 qui peut être en nature, donc ça c'est le 20 que vous voyez en entreprise de 175 000, et la balance, ça c'est les dépenses qui sont exécutées dans les centres de recherche publique. Évidemment, si pour une raison ou pour une autre, là, les entreprises, le projet n'est pas en mesure d'obtenir du financement fédéral de 20 on s'entend que la contribution privée vient couvrir la balance. Et puis, donc voilà, c'est pas mal ça. Pour partenariat académique, on est à la slide suivante. Je vois déjà un peu tout le monde avec leur calculatrice faire le calcul, présenter leur projet. Donc, on nous appellera, on va vous aider avec ça. S'il y a un travail de pré-calculatrice fait de l'autre côté, nous, après ça, on a un mot à faire. C'est comme ça. Donc, partenariat entreprise. Donc, c'est un appel différent. Donc, ici, on parle d'une clientèle admissible qui, plutôt que d'être les centres de recherche publics, ce sont les regroupements d'entreprises. Donc, ici, ils doivent comprendre un minimum de 2 PME québécoises qui doivent, dans le cadre du montage de leur projet, là, comprendre minimalement une contribution, une offre de service d'un centre de recherche pour 20 des dépenses du projet. Donc, c'est un minimum, c'est un plancher. On peut aller au-delà de ça, mais ça prend un plancher de contribution, donc les centres de recherche publics de 20 L'argent est versé directement aux entreprises, donc pour financer essentiellement leur recherche et développement interne de produits, services, procédés en IA ou augmentés par l'IA. Le financement maximum dans le cadre des projets va être déterminé en fonction du nombre d'entreprises partenaires. On parle de 150 000 par entreprise, donc jusqu'à un maximum de 600 000 oui. Donc, en pratique, vu qu'il y a un minimum de 2 PME au montage, on va parler d'un cas typique minimum de 300 000 de subventions. Et puis, si vous êtes 4 entreprises partenaires au projet, on peut aller jusqu'aux 600 000 Ici aussi, donc, on parle de projet de 3 ans. On couvre la moitié donc des dépenses admissibles au ministère. Il y a la possibilité d'aller chercher un 25 d'aide supplémentaire gouvernementale et on demande un minimum de 25 des dépenses qui sont couvertes par la contribution privée, donc par les entreprises. On est à la slide suivante. Donc, ici aussi, là, je vous ai fait un beau petit tableau qui illustre clairement le cas typique. Ici, le cas typique A, disons, donc celui qui va aller chercher le maximum de financement. Donc, on va parler d'un projet de 1,2 million de dollars
Donc ici, le ministère va couvrir la moitié, qui sont 600 000. Et puis avec un 25 300 000 d'apport de l'aide gouvernementale fédérale, par exemple, ou ça peut être municipal. Et puis la contribution privée de 300 000. Donc ça, c'est au niveau du financement du projet. Donc, si je vous amène au tableau en dessous, les dépenses vont être exécutées là, de façon comparativement, sensiblement semblable à ça. Donc, on a 20 obligatoire dans les centres de recherche publics. Et puis, les entreprises, donc ici 4, puisqu'on a le maximum de l'aide possible, se partagent la balance au niveau des dépenses. Ici, ça donne bien. On a fait ça très rond là, avec 20 chacun. En pratique, il y a un peu de flexibilité. On a 2 critères qui doivent être respectés pour la validité là, du montage avec les différentes entreprises partenaires. D'abord, il faut que le partenaire, l'entreprise partenaire là, qui effectue la plus petite portion de l'exécution fasse au moins 20 de l'exécution privée. Donc, ça fait beaucoup de 20 là, mais essentiellement, là, il faut que, dans le fond, on veut s'assurer qu'il n'y a pas de partenariat factice là, dans le montage, puis que tout le monde met l'épaule à la roue, qu'on est vraiment dans des partenariats solides. Et la deuxième limite, c'est une limite de 500 000 là, dans le cadre du programme là, que les entreprises peuvent obtenir. Et puis, donc, ce qui m'amènerait à la slide suivante. Donc, un deuxième cas de figure qui ressemble plus à ce qu'on a reçu empiriquement l'année dernière. Donc, c'est 2 entreprises qui collaborent. En général, il n'y a pas eu, la plupart n'ont pas obtenu là, de financement gouvernemental autre. Donc, c'est du 50-50 entreprise MEI. Donc, c'est un projet type là, qui va avoir des coûts là, autour de 600 000 Le ministère va couvrir la moitié des dépenses jusqu'à hauteur de 300 000 Et donc, les dépenses sont partagées là, entre donc le 20 dans les centres de recherche et puis, bon, plus ou moins également là, entre les 2 entreprises, la balance là, des dépenses qui doivent être exécutées. Donc, je vois des questions qui commencent à rentrer. On va sûrement pouvoir aller plus en profondeur par la suite. Donc, peut-être qu'une des questions principales qui vient à l'esprit, c'est concrètement, ça veut dire quoi pour mon projet? Dans quel volet je me dirige? La réponse là, se situe au niveau des... Donc, moi, je vous ai fait un copier-coller de mes deuxièmes tableaux dans mes slides précédentes. Donc, c'est où les dépenses sont exécutées. Dans le contexte de partenariat académique, c'est essentiellement des dépenses qui sont exécutées dans les centres de recherche publics, alors que chez partenariat entreprise, c'est les entreprises là, qui font le gros du travail en leur mur. Et donc, c'est essentiellement ça qui va déterminer qu'est-ce qui est approprié pour vous. En termes de volets. Là. Évidemment, les RSRI sont familiers avec les modalités, donc ils seront en mesure de vous aiguiller là, advenant un peu limite. Là. Donc, pour conclure, donc on a une première date de tombée, on peut vous l'annoncer déjà, donc ce serait le 12 novembre à 16h. Et puis, essentiellement, il y en aura une autre prévue pour janvier 2021. Les dépôts se font auprès des RSRI directement. Et puis, donc, c'est ça, comme Mathieu annonçait, et puis que, bah, si vous avez des questions, allez les voir, les RSRI sont là. C'est pour ça qu'on est là aussi aujourd'hui. Ils sont clairement outillés là, pour répondre spécifiquement dans le cadre de ces programmes-là. Après tout, l'année passée, dans la mouture 19-20, c'est 62 projets qu'on a levés spécifiquement là, dans ces volets-là pour partenariat pour l'intelligence artificielle. Donc, tout le monde est bien rodé, puis j'espère qu'on va pouvoir répondre à vos questions. On a évidemment très hâte de voir vos projets. Moi, j'ai la chance de voir la vue d'ensemble, tous les projets. C'est assez impressionnant, la diversité et puis le potentiel de ces projets-là. On en attend tout autant cette année. Donc, j'ai hâte de les voir encore une fois. Excellent. On a des questions qui ont commencé. J'en ai une ici, la première, que je vais prendre pour un peu profiter pour approfondir 2-3 points. Merci Philippe pour la présentation. Y a-t-il des besoins spécifiques en robots conversationnels évolués au Québec? Donc, on a vu des robots conversationnels, on en a vu quelques-uns dans la grosse centaine de projets qui ont été déposés dans les appels de l'an dernier. Est-ce qu'ils sont évolués ou pas? Je ne rentrerai pas là-dedans, moi, personnellement. Je vous dirais que il y a eu beaucoup de... Puis là, ça permet d'aller dans le cœur un peu de l'objectif des appels de projet. C'est un programme d'adaptation et d'appropriation de l'intelligence artificielle. Donc, il y a eu beaucoup de choses qui ont été développées pour des besoins d'entreprise, pour adopter l'intelligence artificielle. Donc, probablement qu'il y a eu des choses qui n'étaient pas aussi évoluées que certains diraient, mais qui ont réglé des problèmes importants pour les partenaires. On en a eu au moins 4 ou 5. Mais il y a aussi de la place
pour du développement technologique de pointe dans ces appels de projets-là. On a eu, je vous dirais, dans les appels actuels, il y a une priorité qui est donnée à l'appropriation de l'intelligence artificielle dans les secteurs primaires et secondaires de l'économie. Donc, production, transformation, agriculture, foresterie, manufacturier, mais le reste est ouvert aussi. Mais c'est vraiment en lien avec ce que le gouvernement fait en numérisation d'entreprises, une volonté d'accroître la compétitivité des entreprises du Québec, mais aussi, il y a un volet il y a possibilité de développer des technologies. C'est pas nous, au ministère, qui connaissons les besoins spécifiques en technologie dans les entreprises. Donc, répondre directement à la question, y a-t-il des besoins en robots conversationnels? C'est pas nous, au ministère, qui le savons. Et ce qu'on s'attend de voir dans les appels de projets, c'est justement des gens, des tandems d'entreprises développeuses, une entreprise développeuse de technologie et une entreprise qui va être plus le milieu preneur, réceptrice de la technologie. Et il faut le voir, ça, dans le projet, là. Quel est le besoin, puis à quel point ce qui va être développé va répondre à un enjeu de productivité ou d'atteinte de marché des entreprises. C'est un peu la réponse qu'on peut faire à cette question-là. Martin, je peux en prendre quelques-uns en rafale. Vas-y. Donc, est-ce qu'une OBNL peut agir à titre d'entreprise privée et qui collabore avec un centre de recherche? Donc, ici, ça dépend un peu là, du volet en question, mais d'usage, la réponse est a priori oui. Il y a des bémols à ajouter, notamment, il faudrait que l'entreprise ait il faudrait que l'OBNL, pardon, pour l'entreprise, ait des activités de recherche à l'interne. Donc, on est en train de financer ici là, des activités de recherche des entreprises. Si l'OBNL n'effectue pas de recherche en son sein, là, on n'est pas approprié. Mais il y a des nuances à faire. Il y a matière à consulter les RSRI là, pour des cas spécifiques dans ce cas-ci. Deuxième question, la contribution privée, le pourcentage d'une canne qui est autorisé. Donc, dans le contexte de partenariat d'entreprise, on est forcément essentiellement à in-kind. Les projets qu'on reçoit, essentiellement, c'est du salaire. Pour ce qui est de partenariat académique, la contribution in-kind permise, c'est donc la moitié de la contribution privée. Là, donc, sur le 40 c'est 20 voilà. Donc, Martin, as-tu une à répondre? Écoutez, on a beaucoup de questions qui sont posées. On ne pourra pas y répondre toutes. On ne pourra pas y répondre, tout à fait. Il y a une question par contre qui revient plusieurs fois. Peut-être on peut répondre à celle-ci puis passer à la suite. C'est comment est-ce qu'on définit centre de recherche? On parle par exemple, est-ce que les CCTT en sont? Est-ce que les centres FRQS en sont? On parlait des regroupements stratégiques. Qu'est-ce qui est éligible ici, Martin ou Philippe? Donc, on utilise la même liste que pour les crédits d'impôt à la R&D. La liste qui est publique là, sur le site du ministère. Donc, c'est les universités, les collèges, donc les CCTT, les centres hospitaliers universitaires et les centres de recherche gouvernementaux. C'est la même liste. Parfait. Alors, comme Martin vient de le dire, on n'aura pas le temps de répondre à toutes ces questions-là. On vous rappelle qu'il va y avoir des sessions à la suite de ce webinaire où vous allez pouvoir poser toutes les questions. Et de plus, on peut répondre aux questions également peut-être à l'écrit. Ne vous inquiétez pas pour ça, mais toutes ces questions-là pourront être transférées au RSRI, au ministère, le cas échéant. Merci Martin, merci Philippe pour les quelques minutes que vous avez passées avec nous et toutes les explications. C'est très apprécié. On va justement aller un tout petit peu plus loin avant de passer dans les différentes sessions industrielles. Juste vous ajouter que les guides des programmes seront disponibles auprès de vos RSRI dès la semaine prochaine, donc n'hésitez pas non plus à vous les procurer. On va passer donc au temps de parole des 9 RSRI. On va commencer, on va se rendre au Saguenay-Lac-Saint-Jean, si je ne dis pas de bêtises, pour la première intervention, puisque ça sera le CQRDA. Gilles Achikoutimi, est-ce que tu es prêt pour faire ta petite présentation? Absolument, Julien. Merci beaucoup. Bonjour tout le monde. Bonjour aux gens de nos collègues du ministère de l'Économie et de l'Innovation, Mathieu en tête, Martin, Philippe. Alors, merci à vous tous, les participants, de vous joindre à ce webinaire collaboratif pour l'ensemble des regroupements sectoriels de recherche industrielle du Québec. Fondé en 1993, tout d'abord comme un centre de liaison et de transfert, le CQRDA agit comme organisme d'intermédiation pour le domaine de l'aluminium.
Au cours de ces 25 ans et plus, et tel que présenté sommairement dans la vidéo, nous avons contribué à la concrétisation de plus de 800 projets d'innovation technologique variés. De par sa transversalité, l'aluminium, comme vous le savez, nous permet d'intervenir avec vous dans plusieurs secteurs de l'économie, autant sur les procédés que les processus, les technologies ou les produits. Je vous invite d'ailleurs à visiter notre site Web pour visualiser des exemples plus concrets de certaines réalisations auxquelles nous avons contribué. Pour nous, au CQRDA, cet appel à projet collaboratif en intelligence artificielle revêt une importance stratégique pour l'aluminium et pour le Québec. En effet, selon les consultations que nous avons menées dans les derniers mois, en marge de la révision de la stratégie québécoise de développement de l'aluminium, il est clair que notre écosystème est en demande dans ce secteur névralgique, notamment en ce qui concerne la réalité augmentée, la robotique avancée, la santé-sécurité, les nouvelles technologies en lien avec la fabrication additive, les procédés de thermoformage et tout ce qui concerne l'amélioration de la relation homme ou femme-machine. Avant de conclure, je veux vous rappeler que ce qui caractérise le CQRDA, c'est d'abord et avant tout la qualité de son équipe. Depuis le tout début des activités, elle a démontré une capacité d'écoute, une agilité et une volonté de collaborer avec tous les acteurs de l'innovation au Québec. Contactez-nous, vous allez nous trouver vraiment sympathiques et attachants. Et soyez sans crainte, nous saurons vous rediriger vers le meilleur partenaire, l'autre RSRI de cas échéant. Alors, merci encore de votre implication à tout le monde ici présent aujourd'hui. Continuons à travailler ensemble. Comme je me plais à le dire souvent, l'ennemi n'est pas au Québec, il est à l'extérieur, donc on a tout intérêt à collaborer ensemble et de façon à pouvoir, encore une fois, donner flanc ou donner raison à la fameuse citation d'un certain Mark Twain lorsqu'il disait « On ne nous avait pas dit que c'était impossible, alors on l'a fait ». Alors, bravo encore à cette belle équipe qui a organisé ce beau webinaire aujourd'hui et au plaisir de vous rencontrer de façon plus particulière éventuellement. Merci bien. Merci à toi, Gilles. Et en effet, l'équipe du CQRDA pour travailler avec eux de temps en temps est extrêmement sympathique. On passe au deuxième RSRI qui va prendre la parole aujourd'hui. On part dans le ciel avec l'aérospatial. Alain Ambertin, le PDG du CRIAC. À toi la parole, Alain. Merci beaucoup, Julien. Alors, saviez-vous que le premier pilote automatique implanté dans le monde sur un véhicule a été fait en 1918 par la compagnie Sperry Corporation? Donc, plus de 100 ans. Et c'était l'utilisation de mathématiques avancées déjà qui guidait la navigation à ce moment-là sur les appareils dans les années 20. Donc, ça fait plus de 100 ans que le secteur aérospatial intègre de la mathématique avancée et des algorithmes pour justement la navigation sécuritaire. Alors, prochaine planche, s'il vous plaît. Et ce que vous allez trouver donc en venant chez nous, c'est, tout comme nos autres collègues, un réseau. Et dans le réseau du CRIAC, vous allez avoir des grands utilisateurs de technologies avancées embarqués dans des appareils qui volent et qui nous assurent un transport sécuritaire dans le milieu aérien depuis 100 ans. Vous allez trouver également des pratiques, des outils, notamment une entente générique de base et toutes sortes d'autres outils qui permettent l'accélération de projets avec des fortes composantes en numérique. On a déployé au cours des derniers mois une large consultation dans notre industrie. On a innové et on a un coffre à outils maintenant que nous déployons pour monter tous les projets à caractère numérique. Et on touche donc les considérations de données, les considérations de modèles utilisés dans les projets et incidemment un grand respect sur la propriété intellectuelle qui en découle. Le dernier élément, c'est notre grand réseau de collaboration internationale. On peut, par des projets, vous mettre en relation avec les plus grands utilisateurs de nouvelles approches, nouvelles technologies partout dans le monde. Et c'est ce que vous allez trouver au CRIAC. La gamme des possibilités d'utilisation de l'intelligence artificielle dans le secteur aérospatial et aérien est infinie. Comme je le mentionnais, on passe du spatial au drone en développement, à l'autonomie et simplement dit, le secteur est en grande transformation sur justement l'aviation numérique du futur, la mobilité du futur et ça appelle encore davantage l'utilisation de mathématiques et de modèles complexes pour permettre une assistance non seulement à la navigation, mais aussi à tout le contrôle aérien qui se doit d'être sécuritaire
même avec de nouveaux appareils. Je poursuis maintenant pour vous illustrer brièvement qu'est-ce que ça veut dire la panoplie des opportunités en intelligence artificielle dans le secteur aérien précisément. Vous voyez la gamme, ça peut aller sur les performances appareils, ça peut aller sur la prédiction finale lors des atterrissages auprès des aéroports. Ça permet toutes sortes de possibilités, donc la gamme est très importante. La compagnie Sperry Corporation, qui a été créée en 1918 pour le premier pilote automatique, aujourd'hui, après nombre de transformations, s'appelle Unisys. C'est une compagnie qui est implantée dans 100 pays avec 37 000 employés. Donc, on peut partir petit, mais si on embarque sur un créneau qui est porteur, vous allez être en business pour longtemps dans ce secteur-là. Donc, des possibilités et je termine. Alors, vous avez tout en place chez nous. Je vous invite donc à communiquer avec soit le ministère ou l'équipe du CREAC pour la suite des choses. Merci. En effet, le CREAC sera disponible également, comme tous les autres RSRI, dans les sessions juste après. Nous allons du côté du CRIBIC désormais dans les bioprocédés industriels avec Christina. Christina, es-tu là? Oui. Parfait, je te laisse la parole à ton tour. Alors, merci beaucoup. Bien heureuse de vous présenter le CRIBIC, le Consortium de recherche et innovation sur les bioprocédés industriels. Donc, basé, en fait, c'est la bioéconomie, une économie basée sur le vivant, la biomasse. Donc, c'est une richesse qui est disponible et on gagne à la valoriser. Donc, le consortium, c'est de promouvoir puis de soutenir, bien entendu, tous les projets innovants dans la filière bio-industrielle. J'ajouterais qu'on se veut aussi un entremetteur entre la communauté industrielle et la communauté de recherche afin de faire se rencontrer, excusez-moi, ma phrase sonne peut-être drôle, mais de faire se rencontrer ces deux grandes communautés qui, en interagissant entre elles, peuvent faire émerger des très, très beaux projets de technologie innovantes. Les principaux secteurs d'intervention du CRIBIC sont bien entendu les bioproduits industriels, donc les écomatériaux, les procédés produits chimiques verts, la bioénergie, les biofuels, donc toute cette série-là. Le secteur de l'environnement, avec tout ce qui est biorémédiation, valorisation des résidus, s'ajoute aussi à l'environnement des projets de réduction de gaz à effet de serre. Nous avons aussi le très, très gros secteur de l'agro-bioalimentaire, donc 3 grosses biomasses qui sont valorisées, qu'elles soient de nature végétale, animale ou résiduelle, des secteurs de l'agricole, de la transformation alimentaire et aussi du secteur animal. Donc, c'est des très, très gros secteurs. Et on ajoute à ça aussi le secteur marin. On termine aussi avec des programmes dédiés aux startups qui sont des fonds propres et aussi aux technologies marines. Si tu veux faire un dernier clic pour faire apparaître les technologies marines qui sont aussi un secteur extrêmement important. Prochaine slide. La communauté du CRIBIC, c'est 219 membres, dont 80% sont issus du milieu industriel. Ces 174 membres-là représentent plus de 20 000 industries, car on a des regroupements sectoriels comme la Coop fédérée, l'UPA. Donc, c'est quand même des très, très gros regroupements qui font que chacune de ces entreprises-là sont éligibles au projet du CRIBIC. On gère fondamentalement 7 programmes qui font partie des secteurs qu'on vous a identifiés tantôt. Le CRIBIC, c'est présentement 220 projets d'une valeur de 135 millions. Donc, il y a beaucoup de recherche et développement dans ces secteurs-là. C'est des secteurs forts. On a, bien entendu, aussi animé la communauté avec au-delà de 23 activités qui ont regroupé 1200 participants. Alors, je termine sur ce. Je vous attends dans la salle du CRIBIC. Je répondrai à toutes vos questions. Puis, si je n'ai pas les réponses, je m'assurerai de vous les ramener au moment opportun. Merci. Merci Christina. Encore une industrie avec plein de sous-domaines. On va désormais du côté du biopharmaceutique avec Véronique Dugas. Véronique, je te laisse la place.
Merci énormément, Julien. Merci aussi à nos collègues du ministère pour cette superbe opportunité ce matin. Puis finalement, j'aimerais remercier tous ceux qui se sont joints à ce webinaire ce matin. Je suis contente de voir qu'il y a beaucoup d'actions puis beaucoup d'intérêt de la part de la communauté. Donc, je me présente Véronique Dugas, directrice principale Affaires scientifiques et partenariats au CQDM. Pour ceux qui ne seraient pas familiers avec le CQDM, on est un consortium de recherche biopharmaceutique. Puis, comme nos collègues des autres RSRI, on finance les projets de recherche novateurs réalisés en collaboration publique-privée. Notre mission et notre créneau, c'est vraiment de venir soutenir le développement de percées qui vont venir accroître la productivité de la recherche et du développement dans le secteur biopharmaceutique. Ultimement, ce qu'on souhaite, c'est la découverte et le développement de médicaments qui sont plus sûrs et plus efficaces au bénéfice des patients, bien évidemment. En termes de spectre de ce qui est couvert par le CQDM, la liste de thématiques est assez longue. Vous pouvez en voir certaines diffusées à l'écran en ce moment. Mais ce que j'aimerais que vous reteniez, c'est que ça inclut en fait toutes les indications thérapeutiques, en plus d'inclure aussi le développement d'outils et de plateformes, par exemple, qui pourraient venir faciliter et accélérer la R&D en milieu biopharmaceutique. Maintenant, en ce qui concerne les opportunités qui sont présentées aujourd'hui, le souhait du CQDM, c'est vraiment de venir favoriser le développement, l'intégration et l'adoption d'outils d'intelligence artificielle par les entreprises de biotechnologie du Québec. En termes d'application d'IA dans cette industrie et dans le biopharma, j'aimerais ça mettre l'emphase sur quelques exemples. On parle ici de découverte de médicaments in silico, développement de plateformes de synthèse chimique pour les médicaments, amélioration des essais cliniques, développement d'outils de médecine personnalisée, identification de biomarqueurs, outils diagnostiques, par exemple, pour venir mener à l'identification de biomarqueurs pour suivre la progression de maladies. Évidemment, encore une fois, cette liste-là n'est pas exhaustive, donc je vous invite à joindre ma collègue Nadia et moi-même dans la salle de réseautage du CQDM tout de suite après cette présentation. Au plaisir, à tout à l'heure. Merci Véronique. On va désormais du côté d'Innover. Alors Innover, c'est tout ce qui est énergie électrique, électrification des transports et l'intelligence véhiculaire. André, à toi la parole. Donc, bonjour à tous les participants et les participantes. Donc, à mon tour maintenant de vous transmettre l'information sur Innover. Dans un premier temps, je crois important de définir nos domaines d'application. Donc, les filières avec lesquelles nous travaillons régulièrement, où l'intelligence artificielle est de plus en plus utilisée et surtout bienvenue. Donc, en résumé, il y a deux grandes familles que l'on supporte, soit l'énergie électrique dans son ensemble et l'électrification des transports. Donc, au niveau des domaines d'application visés, au niveau des véhicules électriques, on parle d'électrification des transports, donc on touche le terrestre, le ferroviaire et le marin. Il faut comprendre que l'aérospatial étant bien couvert par mes collègues du CRIAC. Donc, les véhicules autonomes, évidemment, les systèmes de transport intelligents, les procédés pour l'allègement de l'aérodynamisme des véhicules. Également, au niveau de l'énergie électrique, maintenant, on parle de production d'énergie électrique. Différentes sources de production sont traitées. On parle d'hydraulique, solaire, éolien, le transport, la distribution, le stockage et l'utilisation optimisée de l'énergie électrique. Donc, les services que nous offrons sont principalement des services qui se divisent en trois sections. La stimulation, l'accompagnement et le financement. Au niveau de la stimulation, l'offre de services se compose d'organisation d'événements de notre côté, webinaires, cliniques d'idéation, des communautés d'intérêt, le réseautage, évidemment, qu'offrent la plupart des regroupements sectoriels de recherche. On a environ 1500 contacts dans les domaines spécifiques. Également, la diffusion d'informations. Au niveau de l'accompagnement, on fait du maillage stratégique, donc dans la recherche de partenaires académiques, des industriels, du support au montage des demandes de financement, d'analyse de conformité et d'évaluation technico-économique. Donc, on a un comité qui analyse les projets et je pense que le bel output qui sort de là, c'est que cette analyse-là nous permet aux participants ou aux demandeurs d'avoir un regard externe sur une analyse de leur projet avec des recommandations. Donc, peut-être revenir à la diapo précédente.
brièvement, André. Oui, je termine, merci. Au niveau du financement, évidemment, accès à différents programmes de financement, aide à la recherche de financement complémentaire. Je termine rapidement, 57 projets complétés en 8 ans, 54,4 millions de valeur totale de projet, 15 partenaires de recherche pour des investissements industriels d'environ de 20 millions, 78 membres actifs. Vous avez l'adresse de notre site web, communiquez avec nous et rejoignez-nous dans la salle après ces présentations. Merci. Tout à fait. Désolé André, on va me gronder si je ne fais pas ça. On va passer à la personne suivante et au RSRI suivant. Il s'agit de Prima en matériaux avancés. Michel. Merci Julien. Donc, bonjour à tous. Merci d'être présent à cette présentation. Donc, Prima Québec, c'est le pôle de recherche et d'innovation en matériaux avancés. Nous animons et soutenons l'écosystème des matériaux avancés, un moteur d'innovation et de croissance pour le Québec. Le pôle est reconnu comme un acteur incontournable en matériaux avancés de par sa connaissance de l'écosystème, son expertise dans l'accompagnement des entreprises ainsi que son réseau local et international. Comment est-ce qu'on peut définir un matériau avancé? C'est tout nouveau matériau ou matériau significativement amélioré qui permet d'obtenir un avantage marqué, que ce soit d'un point de vue de la performance physique, comme la conductivité électrique, ou fonctionnelle, comme l'hydrophobicité, comparativement aux matériaux conventionnels. Et ce matériau, ça peut être un nanomatériau, un polymère, un biomatériau, un métaux, un alliage, n'importe quel type de matériau. On va soutenir des projets dans les matériaux de base, donc par exemple le recours de l'intelligence artificielle pour permettre d'inventer de nouveaux matériaux plus rapidement plutôt que d'utiliser les simulations numériques utilisant les lois physico-chimiques. On peut soutenir aussi des projets qui impliquent des produits finis ou semi-finis, par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour permettre d'améliorer la capacité de détection d'un capteur qui serait utile à la transformation numérique. On va aussi soutenir des projets qui impliquent les procédés autour des matériaux avancés, comme par exemple l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer des procédés de fabrication additive, l'utilisation de l'intelligence artificielle pour améliorer le traitement de surface par l'analyse en temps réel d'une torche plasma. Et on va aussi soutenir des projets qui concernent l'instrumentation, par exemple accroître l'analyse d'un instrument de caractérisation pour, par exemple, la détection de minéraux critiques dans les minerais. Les matériaux avancés sont bien sûr un secteur transversal, donc nous soutenons des projets dans le secteur de l'énergie, du transport, de l'environnement, la santé, fabrication avancée, construction, TIC, défense et sécurité. Merci, au plaisir, et je vous invite à venir nous rencontrer dans la salle de réseautage pour discuter plus en profondeur de vos projets. Merci Michel. Alors, on passe non pas à Michel Bergeron, mais à François Bergeron, je l'appelle quand même le tigre. François, les technologies médicales, les technologies de la santé. Oui, bonjour à tous. Merci Julien, merci au ministère, aux organisateurs et à vous tous ici présents, bien évidemment. Alors, MedTech Plus, c'est un RSRI, vous le savez, mais c'est aussi un consortium industriel pan-canadien spécialisé dans les technologies de la santé. Depuis 7 ans, MedTech Plus soutient près de 100 projets collaboratifs au Québec dans le domaine des technologies de la santé. Et 90% de nos projets de la dernière année incluent l'IA. Donc, c'est un domaine qu'on connaît bien et que nos membres connaissent bien. Ces projets d'IA, ils touchent à beaucoup d'applications en santé numérique, donc la prévention, le diagnostic, l'analyse d'images, le traitement ou le suivi des patients à distance, la redéfinition de trajectoire de soins, tout ce qu'on appelle la santé personnalisée et la médecine de précision, le maintien à domicile, la qualité de vie des aînés ou des personnes vulnérables, etc. Vous voyez qu'il y en a énormément, je ne les nommerai pas tous, mais ça vous donne une idée de la variété des expertises qu'il y a parmi nos 200 membres pour vos projets d'IA en santé. Merci. Vous voyez la diapo, là, ça vous donne un aperçu de ces membres et c'est tout autant d'opportunités de collaboration que vous aurez avec de nombreux joueurs de l'écosystème MedTech Plus. Au-delà des subventions, on peut vous supporter aussi avec notre fonds d'investissement et avec plusieurs outils d'accompagnement pour la commercialisation et pour l'exportation de vos innovations. Je ne rentrerai pas dans les détails encore une fois, mais peut-être dans la salle après. Mais on a plusieurs programmes qui sont complémentaires aux projets collaboratifs pour en faire des succès commerciaux. Voilà, merci beaucoup et à bientôt. On retourne du côté de Québec avec le CRITEM, Transformation métallique et Jean-François Pouliot. Alors, bonjour à tous. Merci beaucoup de l'opportunité aujourd'hui, puis aussi de tous les gens qui sont regroupés là, pour pouvoir écouter mes collègues et moi. Écoutez, le CRITEM, c'est vraiment un réseau dédié à la transformation métallique, à la recherche industrielle.
Notre équipe offre vraiment un accompagnement stratégique là, pour la réalisation des projets de recherche là, au niveau de la transformation. Actuellement, c'est 88 membres réguliers, 152 membres affiliés. Les membres travaillent suivant 4 axes de recherche. On parle de développement des procédés de transformation, conception de produits métalliques avancés, réduction de la consommation énergétique et réduction de l'empreinte écologique. Actuellement, il y a plus de 48 projets actifs là, pour plus de près de 19 millions de dollars d'investissement. Au niveau de la transformation métallique, le champ d'intervention est quand même, comme vous pouvez voir, assez large. On débute vraiment avec l'extraction, première transformation, deuxième transformation, troisième transformation, sans bien sûr ne pas oublier le recyclage. Donc, vous voyez, intervention, intelligence artificielle, on a parlé aujourd'hui, mais il y a également les projets de réduction de gaz à effet de serre, également le programme de soutien aux organisations de recherche. Donc, je vous invite à venir nous joindre tout à l'heure dans la salle d'attente, dans la salle Critem, pour discuter plus en détail. Merci Jean-François. Et sauf erreur, le dernier à prendre la parole pour tout ce qui est TIC et numérique, Luc Sirois pour Prompt. Un des grands défis qu'on a, c'est de mettre ensemble l'éducation puis l'économie. Et l'idée de Prompt, c'est de mettre ensemble les chercheurs, les gens, entre autres du CCTT, du Cégep, avec des entrepreneurs pour innover dans un secteur qui est très porteur. Prompt, c'est le consortium de recherche industrielle en technologie de l'information. J'adore voir un collège, un cégep, travailler avec des entreprises, des entrepreneurs. Donc, Prompt est là pour ça. Ça nous permet d'innover, de commercialiser cette innovation-là, puis de créer des emplois de haute qualité. C'est ça qu'on a besoin au Québec. Alors, Prompt, c'est en intelligence artificielle, mais c'est aussi dans la maîtrise des données, la cybersécurité, la 5G, les télécoms, la productique, les objets connectés, la ville intelligente, la réalité augmentée, l'expérience utilisateur, les médias numériques. C'est ça le numérique, c'est ça l'éthique. C'est tous ces secteurs-là qui touchent plusieurs domaines. On s'implique en IA de mille et une façons avec beaucoup de créativité. On a 28 employés qui sont là pour vous, pour accompagner vos projets, vous aider à connecter avec les ressources, les entreprises, les chercheurs qui pourront faire une différence pour vous. Venez nous rencontrer. On a fait plein de projets, les plus fascinants les uns que les autres, avec 62 entreprises, 20 institutions de recherche l'an passé seulement. On fait des projets très créatifs, comme une web télé en IA, comme un camp IA et comme vos projets pour les faire rayonner par des médias interactifs extraordinaires. Alors, Julien, merci beaucoup. C'est un grand tour de table de tout l'écosystème. Puis, on le voyait à la page précédente, hein, l'écosystème de tous les regroupements sectoriels de recherche industrielle. On est très heureux de couvrir tous ces secteurs stratégiques-là. Vous les avez tous vus, des acteurs qui sont, moi je les appelle les super-héros de l'innovation parce qu'ils sont là pour vous aider, les entreprises, dans tous les secteurs stratégiques. Julien, c'est extraordinaire. C'est en effet exceptionnel et puis on voit concrètement que cette coopération qui est illustrée aujourd'hui, ce travail collectif qui, je dois le dire quand même, a été fortement soutenu par Prompt et je tiens à féliciter, je ne vais pas pouvoir partager les noms de tout le monde, mais Sandra, Maxime pour la coordination, la plateforme. Aujourd'hui, il y a Stéphano également qui donne un petit coup de main sur les slides. Donc, merci à eux, merci à Prompt d'avoir joué un petit peu ce rôle de pivot. Les 9 RSRI sont, comme vous le savez, des organismes qui ont un impact extrêmement fort sur l'économie, sur la R&D, sur l'innovation au Québec. Le ministère le connaît et le reconnaît, on l'a entendu tout à l'heure. C'est pourquoi ce programme-là, il est extrêmement pertinent pour tout un chacun. Je vous invite désormais donc à rejoindre les différentes salles selon le RSRI qui correspond le plus à votre secteur. Vous avez le lien URL qui est ici. Vous l'avez également reçu normalement par courriel durant ce webinaire et vous allez pouvoir donc poser les questions
relatives à votre secteur. Merci à tous d'avoir participé à ce webinaire. J'espère que vous avez appris beaucoup de choses et j'espère que vos idées vont pouvoir être appliquées dans ce programme. Bonne journée.